Bienvenue à la 41e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Eric Avidan de Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Eric ? Donc ingénieur en informatique, qui a fait mes études à Polytech, à Paris, UPMC si vous connaissez. Bonjour à Polytech. Maintenant Eric, pour quelle cause tu viens jouer aujourd'hui ? Donc moi je viens jouer aujourd'hui pour les colis de Rosh Hashanah, qui est une cause vraiment importante pour les fêtes. Beaucoup de familles et beaucoup d'enfants se retrouvent aujourd'hui sans les besoins minimaux pour passer la fête, qui sont le vin, le pain, les repas, la viande et même des petites confiseries. Donc cette cause-là distribue tous les moyens pour faire en sorte de distribuer à la fête et avoir une belle table aux fêtes de Rosh Hashanah et Sukkot. Au fait Eric, est-ce que tu connais les règles du jeu ? Non. Non ? Bah on va encore les répéter, c'est la 40e fois qu'on les répète. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Une petite précision Eric, la cagnotte est à 1100 shekels. Donc tu pars les poches pleines déjà, à toi de la faire fructifier et de la valider en fin de jeu. Eric, concentration, je sais que tu es spécialiste des astres. Combien d'astres y avait-il dans le deuxième rêve de Joseph ? En quel mode tu souhaites répondre Eric ? En roule. Petit bras, 2 choix de réponse sans shekel. Réponse C, 12 astres. Réponse D, 13 astres. Ok, alors dans le rêve de Yosef, sachant que Binyamin n'est pas né, sachant qu'il y a 12 tribus, ça fait déjà 10. 10 frères et sœurs. 10 frères et sœurs, 2 en moins. Binyamin n'est pas né. Avec Yosef, ça fait 11. Donc 10. Plus son père et sa mère, ça fait 12. Donc 12. 12 astres ? C'était 13. Désolé. Sans son deuxième rêve, mais c'est un beau calcul. Sans son deuxième rêve, 11 étoiles représentent ses 11 frères. Le soleil représentant son père et la lune représentant Bila, la servante de sa mère Rachel, qu'il a élevée comme son propre fils. Mais Binyamin n'était pas né. Se prosterne devant Yosef, ce qui fait 13 astres grâce à Bila. En tout cas, beau calcul. On passe à la deuxième question. C'est parti. Eric, je sais que tu es spécialiste des grottes. C'est mon dada. À qui Abraham a-t-il acheté la grotte de Marpella ? Marata Marpella. Je vais la faire en blata. Un bon blata, je pense aussi. À Ephron. Ephron, c'est la bonne réponse, bravo. Ephron faisait partie des voisins d'Abraham. Lorsque celui-ci le sollicite pour acheter le caveau, pour y enterrer sa femme Sarah, Ephron se présente comme un ami, prêt à lui céder le caveau gratos. Mais lorsque Abraham insiste pour payer afin que le droit de propriété lui soit incontestable, Ephron dévoile son vrai visage en exigeant une somme exorbitante. 1100 shekels plus 500 shekels déjà Eric, 1600 shekels dans la cagnotte. Wow. On passe à la troisième question, c'est parti. Eric, je sais que tu es spécialiste de Talmud. Dans quel séder de Mishnah, quel ordre, trouve-t-on le traité Ohalot ? Ohalot. On va tenter le Mshenfa. Mshenfa, 4 choix de réponse pour gagner 300 shekels quand même, c'est pas rien. Réponse A, Nashim. Réponse B, Kodashim. Réponse C, Taharot. Et réponse D, Moed. J'hésite entre Taharot et Kodashim. Ohalot, on va mettre Taharot. Taharot ? C'est la bonne réponse, bravo.
Parmi les 6 ordres de la Mishnah, Taharot est celui qui est consacré aux règles de pureté et d'impureté rituelle. Le traité Ohalot, particulièrement complexe, traite notamment des lois d'impureté dans un environnement clos comme un bâtiment ou une tente, Ohel en hébreu, mais comme tu es spécialiste de Talmud, pour toi c'était facile. 1600 shekels plus 300 shekels, 1900 shekels dans la cagnotte. J'espère que la cause que tu as choisie est bonne. Parce que c'est pas rien, on passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Lorsqu'on trempe un aliment dans un liquide, Eric, on doit procéder à une Netilat Yadayim, une ablution rituelle, sans réciter de bénédiction. À partir de quelle quantité d'aliments est-il nécessaire de procéder à cette Netilat Yadayim, quantité d'aliments qu'on va donc tremper? Quantité d'aliments qu'on doit faire Netilat pour... Un aliment mouillé. On va la faire en blata. Carrément. Je t'écoute, Eric. À partir de kazaït. Kazaït, c'est la bonne réponse, bravo. Et pourtant, à Pessah, on procède à Netilat Yadayim dans la 2e étape du Seder pour consommer du céleri trempé dans de l'eau salée, bien que le céleri doive représenter moins d'un kazaït. Selon certains de nos maîtres, c'est pour juste éveiller la curiosité des convives lors de la soirée de Pessah. 2400 shekels dans la cagnotte. Avant la dernière question, la 5e, c'est parti. Quel élément est-il d'usage d'enlever de la table avant la récitation du Birkat Hamazon, à l'exception du Shabbat? J'hésite entre blata et mshenfa. J'hésite entre couteau et pain. On va tenter Shenfa. Shenfa. Réponse A, le pain. Comme tu l'as si bien suggéré. Réponse B, les fourchettes. Attention, on a bien dit à l'exception du Shabbat. Réponse C, les couteaux. Réponse D, les assiettes. Ok, donc j'ai hésité entre les deux, je retrouve les deux. Le couteau et le pain. Il est bon d'enlever les couteaux tout le temps, à l'exception du Shabbat. Pour la simple et bonne raison que Shabbat, on est Bessameach, on est Bessimcha. Je vais essayer de faire une logique, mais c'est possible qu'elle est fausse. Et les couteaux, ça enlève la joie, c'est ça? Et les couteaux, non, il y a une mauvaise histoire dans les couteaux. Donc quoi, quelqu'un qui est arrivé pendant le Birkat Hamazon, qui s'est souvenu de la destruction du temple, il a pris le couteau et il a fait un mauvais acte avec, sur lui-même. C'est pour ça qu'on enlève les couteaux, mais Shabbat, je pense que ça pourrait pas arriver. Parce que Shabbat, on est tellement Bessimcha. Donc je tente les couteaux. Les couteaux, c'est la bonne réponse, bravo. En plus avec l'explication qui va avec, bravo. On passe maintenant à la juste date, c'est parti. Eric, c'était bien beau tout ça, 2400 shekels. Mais maintenant, il va falloir valider grâce à ta grande culture générale en ce qui concerne les dates de nos rabbins. 2001, la Coupe du Monde. Voilà. Mais là, ça va être plutôt judaïsme. Ah. Et j'ai besoin d'une date en 15 secondes seulement. Je peux te guider, je peux te dire plus, moins. En quelle année du calendrier civil est né le Maguid de Mézérich? 1500. Plus. 2500. Moins. 2000. Moins. 1700. Plus. 1800. Moins. 1750. Moins. 1730. Moins. 1720. Moins. 1710. Moins. 1702. Plus. 1707. Moins. 1706. Moins. 1705. C'est dommage. 1704. Tu étais à 1 point, une année de la bonne réponse, c'était 1704. Mais on a passé un bon moment, non? Très bon moment. Excellent moment. Désolé, à 1 seconde près, les internautes vont rager qu'on t'ait pas accordé ce... Mais bon. On a ici maître Jean Mouillat qui nous a dit que le temps était dépassé. En tout cas, on a passé un bon moment. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouveau Kyogané des Mitzvot.